Bonjour, mais je suis moi climatologue, c'est-à-dire je travaille beaucoup plus sur les changements possibles du système climatique que sur les méthodes de géo-ingénierie, mais j'aimerais dire un certain nombre de choses un petit peu générales par rapport à ce qui vient d'être déjà détaillé par les exposés précédents. Ce qu'on appelle géo-ingénierie, c'est effectivement une notion très large qui recouvre beaucoup de potentiel, de possibilités. D'une certaine manière, on pourrait dire que la plus grande expérience de géo-ingénierie qu'on ait jamais effectuée, c'est d'émettre dans l'atmosphère du CO2. C'est une expérience de géo-ingénierie qui n'est pas complètement délibérée, si on reprend les critères qu'a énoncé tout à l'heure Philippe Sier, mais c'est une expérience qui a lieu maintenant depuis beaucoup d'années, qui porte des effets négatifs et dont on peut voir la difficulté qu'on a à la maîtriser. Alors, derrière la vision qu'on peut avoir de ces problèmes de géo-ingénierie, il y a toujours une notion d'urgence. Est-ce qu'on doit agir dans un contexte d'urgence ou pas? Très intéressant de voir, si on reprend le problème du CO2, la différence de vision qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passait il y a encore quelques décennies, voire au début du XXe siècle. Je voudrais juste raconter en quelques mots l'histoire de M. Svante Arrhenius, qui était un des premiers climatologue, en fait c'était un chimiste, mais qui s'intéressait beaucoup au climat, un prix Nobel de chimie en Suède, et qui, au début du XXe siècle, a été le premier, avec des calculs découverts faux, mais qui donnaient des ordres de grandeur corrects, a pu dire que le changement du climat qui serait associé à un doublement du CO2 atmosphérique serait un changement d'amplitude importante. Et lui, à son époque, voyait cela comme un phénomène bénéfique. Pourquoi? Parce que le niveau de CO2 qu'on émettait à cette époque-là était très faible. Les changements que pouvait produire une augmentation très faible du CO2, c'était un réchauffement à l'ordre des siècles, voire des millénaires. Et lui, il voyait ça comme un moyen d'éviter la prochaine glaciation. Alors on était dans un contexte qui était extrêmement différent. On voulait soigner un remède à bas niveau d'intensité, trouver un remède pour soigner la planète de ces retours aux glaciations qui la menacent de temps en temps. On n'est plus du tout dans ce contexte. Si on parle d'urgence aujourd'hui, on a effectivement une urgence qui s'est beaucoup accélérée au cours des dernières décennies. On émettait, quand j'étais enfant, 1 milliard de tonnes de carbone par an, sous forme de charbon, de pétrole, de gaz naturel. On en émet 10 milliards aujourd'hui, peut-être un peu plus si on ajoute la déforestation. Ça veut dire qu'on progresse vers les problèmes, vers les changements de climat, vers les problèmes qui peuvent nous affecter en termes d'adaptation nécessaire au changement climatique, à une vitesse 10 fois plus grande. Cette vitesse vers laquelle on se dirige vers ces problèmes climatiques, elle impose des diminutions d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont ce qu'on appelle souvent la route des 2 degrés, qui sont des diminutions extraordinairement drastiques. Et quand on parle d'urgence, on parle de cette obligation à diminuer très rapidement les émissions de gaz à effet de serre, parce que le CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère, il reste, on dit une centaine d'années, en fait c'est pour une part de ce CO2, une part qui reste encore plus longtemps. Donc on est déjà dans un domaine d'urgence. Alors cette urgence, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Qu'est-ce qu'elle nous oblige à faire? Je pense qu'on ne peut pas mesurer l'urgence seulement par rapport aux critères climatiques, mais aussi par rapport à tout le contexte de ce qui peut se produire sur la planète. L'urgence, ce n'est pas seulement les climatologues qui la décident. Malgré tout, on peut dire un certain nombre de choses. La première, c'est que penser qu'on pourrait empêcher le changement climatique, si on n'arrive pas à ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre drastiques, actuellement il faudrait en 2050 avoir diminué de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre et arriver, j'y reviendrai, à une neutralité carbone en fin de siècle. Donc si on n'arrive pas à cela, on va effectivement se retrouver dans des conditions de changement climatique importantes, mais est-ce qu'on va les guérir en émettant des particules qui vont refroidir la planète? Je crois que c'est voir avec beaucoup de naïveté la complexité du système climatique. Imaginons un corps humain
la planète peut être à un niveau de complexité dans toutes les composantes qui la font fonctionner, qui est équivalente à celle du corps humain. On peut effectivement guérir peut-être quelques fièvres en plongeant quelqu'un dans de l'eau froide. Mais enfin, dans la plupart des cas, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc, essayez de penser que simplement en agissant sur le paramètre température, on va réussir à guérir un problème qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus permanent. Il n'y a pas identité entre le type de réchauffement que produisent les gaz à effet de serre, un réchauffement qui est surtout dans les couches basses de l'atmosphère, qui se répand sur toute l'atmosphère, et puis le refroidissement que peut provoquer des particules qu'on mettrait dans la stratosphère, qui agissent à des altitudes différentes, qui agissent dans des lieux différents. Ce que l'on fait si on rajoute des particules qui refroidissent la planète, c'est qu'on rajoute une autre perturbation aux perturbations qu'on est déjà en train de créer. Et comme on est en train de parler d'une situation d'urgence, on n'est pas en train de parler de choses que l'on fait à bas niveau. Ce que l'on doit faire si on veut contrer un réchauffement qui devient fort, c'est effectivement agir à un haut niveau d'intensité, et donc le danger n'en est que plus grand. Donc pour moi, les technologies qui sont des technologies actives sur le changement climatique sont des technologies qui relèvent d'une incompréhension assez profonde de ce qu'est la complexité du système climatique. Aujourd'hui, on sait qu'on n'arrivera jamais même à prévoir complètement ce que peuvent faire les gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on parle de risque climatique, de dérèglement climatique. Et ce risque, on a du mal à appréhender. Il veut dire aussi qu'on aura du mal à contrôler toute expérience que l'on ferait pour essayer de maintenir le système climatique artificiellement à des niveaux de température plus bas. Donc je pense que là, il y a surtout rien à faire. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de recherches réelles dans ces domaines-là. Et je ne pense pas qu'on en ait besoin de plus. Je crois que ce sont des choses dangereuses et qu'il faut surtout éviter de mettre en route. Néanmoins, on est dans une situation où, si on veut rester sous les 2 degrés, on est confronté à une sorte de paradoxe. Aujourd'hui, et Philippe Siey l'a dit, les scénarios qu'on envisage quand on parle des scénarios du GIEC pour essayer de rester sous cette limite des 2 degrés, ceux qui sont liés à la conférence de Paris en fin d'année, dans lesquels on va essayer de se mettre d'accord sur des manières de limiter le réchauffement et de contrôler les émissions, ces scénarios impliquent qu'en fin de siècle, on ait recours finalement soit à des émissions négatives, soit à la limite juste à une neutralité carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de reprendre à l'atmosphère ce que l'on y met, voire un peu plus, parce qu'il y a un délai entre le moment où on met des gaz à effet de serre et le moment où la planète se réchauffe. Donc ça, c'est quelque chose qui est une contrainte énorme. On a 1,5 milliard de voitures sur la planète, et si elles sont là, si on ne les a pas supprimées, ça veut dire qu'on sera obligé d'avoir recours, toujours si on veut stabiliser le système climatique. Après, on peut souhaiter ou non prendre ce risque-là, mais on sera obligé, dans ce type de scénario, d'avoir recours à une décarbonisation de l'atmosphère avec les techniques qui ont été exprimées par Philippe Siey tout à l'heure. Captation, séquestration éventuellement dans des réservoirs souterrains. Le problème de ces techniques, c'est qu'effectivement aujourd'hui, elles ne sont pas développées avec une énergie qui me paraît suffisante par rapport aux enjeux que ça représente. Donc là, on est dans une situation qui est, à mon avis, contraire. C'est-à-dire que si vraiment on veut aller vers des mesures qui permettent à terme de limiter la température en dessous de ce seuil de danger qui a été agréé par tous les États de la planète, alors on a besoin d'une recherche active et aussi de mise en œuvre, au moins de prototypes à l'échelle de ce qui est nécessaire, qui soit beaucoup plus actif qu'aujourd'hui. Sur la séquestration du carbone par des techniques dans les centrales thermiques, où on essaie d'utiliser des méthodes de catalyse, par exemple, pour reprendre le CO2, puis ensuite on le stocke. Il y a eu plusieurs prototypes qui ont été abandonnés. Cette recherche n'est pas actuellement aussi vivante qu'elle le devrait par rapport aux enjeux considérables que cela représente. Donc je pense qu'il faut bien séparer les deux choses. Agir sur la planète,
c'est probablement quelque chose de dangereux, c'est certainement quelque chose de dangereux, et c'est certainement quelque chose qu'il ne faut pas essayer d'invoquer ou de susciter. Aujourd'hui, par contre, les techniques de captation de carbone, elles sont implicites dans les choix que l'on a faits, dans les scénarios que l'on a faits, dans les objectifs que l'on s'est donnés pour rester sous les 2 degrés. Donc si on fait ce choix implicite d'utiliser ces technologies, bien, il faut le faire aussi le choix explicite de les développer, et de les développer à l'avance et d'avoir des programmes de recherche qui soient suffisants dans ce domaine-là. Voilà.